Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Donc, je me présente, moi c'est Shirin Tepe. Je suis donc Senior Institutional Relationship Manager. Je travaille chez Swissquote depuis 10 ans maintenant. Et donc, vous trouverez également mes coordonnées au cas où vous avez des questions, si besoin, à transmettre également à Pierre par la suite. C'est avec grand plaisir. Donc, pour votre information, la vidéo sera enregistrée et disponible en ligne dès demain sur notre chaîne YouTube. Donc, Swissquote est une banque en ligne. On est un peu partout dans le monde, en Suisse, en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique. Donc, on a plus de 3 millions de titres de produits sur notre plateforme et sur 60 bourses différentes. Et donc, voilà. Donc, petit point avant de débuter le webinaire. Donc, bien évidemment, ce webinaire est à titre éducatif. Donc, tous les investissements comportent un certain degré de risque et on n'est pas là pour donner des conseils. Donc, voilà. Alors, bonjour Pierre. Bonjour Chérine. Comment tu vas? Je te remercie, ça va bien. Merci de Excellent. l'invitation. Merci à toi d'être là. Donc, je te laisse la parole. Donc, quel est le sujet d'aujourd'hui, Pierre? Alors, on va parler d'un combat séculaire sur les marchés. Vous savez que dans les marchés, vous avez les gens qui sont tout le temps boules et les gens qui sont tout le temps bears. Et à l'intérieur de l'investissement action, vous avez les gens qui sont plutôt orientés croissance, growth, et les gens qui sont plutôt orientés vers le value aussi en anglais. Et donc, comment se positionner aujourd'hui dans la partie equity, action internationale, à savoir est-ce qu'il vaut mieux être value, est-ce qu'il vaut mieux être growth ou les deux. Et donc, on va essayer de donner quelques éléments de réponse avec une perspective un peu historique sur ce grand combat, hein, encore une fois, entre le value et le growth, d'une part, et trouver quelques arguments pour justifier d'un positionnement qui nous semble adapté aux circonstances actuelles de marché et de l'économie. Super. Donc, juste une petite précision, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, Pierre sera ravi d'y répondre. Tout à fait. Donc, je te laisse la parole. Alors, très brièvement, je m'appelle Pierre Mouton, donc je travaille chez NS Partners, qui est une société de gestion basée à Genève. Donc, vous voyez quelques éléments ici. Société qui a été créée en 1964, qui a aujourd'hui un peu plus de 10 milliards d'actifs sous gestion, avec 120 employés, et nous avons 7 bureaux. Et donc, comme je le disais, le siège social est à Genève. Pour ma part, donc, je suis responsable de la gestion long only, donc tout ce qui est investissement traditionnel chez NS Partners à Genève. Et j'y suis entré en 2010 et à la banque Notestocky à l'époque, qui faisait partie du groupe, en 2003. Alors, venons-en directement au sujet du jour. Donc, quelques perspectives historiques sur qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Encore une fois, je ne vais pas parler d'un marché spécifique ou d'un secteur spécifique, mais vraiment du marché action internationale, des grandes valeurs internationales. Donc, ce qui est comparable, disons, au MSCI World. La première chose, c'est que, selon nous, nous sommes dans ce qu'on appelle un bull market séculaire, qui a commencé en 2013, qui était le moment où nous avions passé le plus haut historique de 2007. Hein. Le marché avait fait un plus haut historique en 2007, on connaît la suite, ça s'est très mal passé en 2008, 2009, et on a refranchi ce plus haut qui avait été atteint en 2007, en 2013, et on peut dire que cette date de l'année 2013 marque le début d'un bull market séculaire. Alors pourquoi on appelle ça un bull market séculaire? Pour qu'il y ait ce qualificatif de séculaire, il faut qu'il y ait des très gros drivers pour justifier la hausse du marché. Et ces drivers sont toujours des gros cycles d'investissement, des changements économiques et ou sociétaux. On a sur ce slide que vous voyez ici 3 exemples de bull market séculaire du siècle précédent, 1915-1929, ça s'appelait les Roaring Twenties, c'était le bull market de l'acier, avec le développement de l'industrialisation, de l'urbanisation, évidemment du développement ferroviaire, sans oublier les besoins militaires, la mécanisation des armées, avec un très très gros bull market qui avait été marqué par
évidemment comme driver, comme gros véhicule d'investissement, tout ce qui tournait autour de l'acier, bull market qui a duré une quinzaine d'années et qui s'est terminé en 1929. On a le deuxième après-guerre, donc c'est celui qui a commencé en 1954, qui a duré jusqu'en 1972, un très très long bull market, qui est celui à la fois de la découverte du marketing et de la consommation de masse. Les deux vont un petit peu l'un avec l'autre, hein, d'ailleurs, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, à partir des années 50, où les compagnies, les entreprises ont pu s'adresser directement aux consommateurs via les billboards le long des routes, le cinéma, la télévision, la radio, à un moment où justement les consommateurs souhaitaient rentrer dans la société de consommation et en plus d'avoir une voiture, voire deux, il fallait à la maison le frigo, la radio, la télé, le sèche-cheveux, les vacances, etc., etc. Et donc ça a été un très très long bull market qui a été dominé par les sociétés de consommation essentiellement, hein, et qui s'est terminé en 1972. Et enfin, le très célèbre bull market de la technologie, médias et télécommunications, qui a duré de 1982 à 2000. Alors tout le monde retient la bulle TMT. Avant que ce soit une bulle, ça a été un énorme bull market, 1982-2000, marqué par un énorme cycle d'investissement dans l'informatique en général et dans l'outil informatique, beaucoup dans le hardware à l'époque, un peu moins dans le software, mais beaucoup dans le hardware. Et donc, on a bien trois exemples de très, très gros bull market qui ont duré très longtemps et qui ont été marqués par des gros cycles d'investissement. Et aujourd'hui, nous, depuis l'année 2013, nous sommes entrés dans ce fameux bull market séculaire, en tout cas, c'est ce qu'on pense, qui est drivé par, d'une part, la digitalisation. On sait tous que la digitalisation, et je pense que chez Swissquote, on est bien placé pour en parler, Exact. de la digitalisation, est quelque chose qui a commencé véritablement avec l'apparition de l'iPhone, hein, 2006 plus ou moins, et qui s'est développé depuis et qui est loin d'être terminé. Prenez simplement pour exemple les chiffres de croissance de l'activité cloud de sociétés comme Microsoft, comme Amazon ou comme Alphabet. Vous regardez, c'est encore, ça a beaucoup, beaucoup cru durant les années qui viennent de se passer et on attend quand même au moins 15% de croissance pendant encore pas mal d'années. Donc ça, c'est le témoin de l'investissement, du cycle d'investissement considérable qu'il y a dans la digitalisation. Et le deuxième, excusez-moi, c'est celui de la transition ou la révolution énergétique ou l'efficience énergétique, appelez ça comme vous voulez, qui est un driver d'investissement absolument considérable et qui présente la beauté en plus d'être très transversal. Vous allez trouver des sociétés qui sont impliquées dans ce domaine, dans quasiment tous les secteurs de l'économie, et donc qui est un cycle d'investissement obligatoire, hein, même sans conviction. J'espère que tout le monde en a, mais même si on n'a pas de conviction sur le sujet, de toute façon, la réglementation, la concurrence feront que on sera obligé de passer par une énergie et une consommation décarbonée, ou en tout cas le plus possible. Et donc voilà deux énormes drivers qui, selon nous, vont emmener les marchés encore pas mal d'années avec, et c'est le sujet de la page suivante, malgré tout des accidents. Ici, sur cette page, j'ai recensé tous les grands accidents qu'il y a eu depuis le milieu des années 50 durant des phases de bull market séculaire. Alors, si on commence par le plus récent, on n'a pas été épargné durant les 3 dernières années, hein. 2020, le Covid, moins 35% du plus haut au plus bas sur le MSCI World. Et l'année dernière, entre la Russie-Ukraine, le discours des banques centrales, les taux d'intérêt qui montent, l'inflation, moins 25%. Donc, on a eu deux coups très très importants durant les 3 dernières années. Mais ça n'est pas unique dans l'histoire de grands bull market. Vous voyez que les grands accidents qu'il y a eu, par exemple le Black Monday 1987, moins 36%, la chute du système de Bretton Woods en 1969, moins 35% sur le marché. Voilà, donc ça arrive, hein, et parfois ça se cumule en peu d'années. Regardez 1984, 1987, 2015, 2018, 1966, 1969. Donc voilà, le 2020-2022, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'unique. La caractéristique, hein, des bull markets séculaires, c'est que le marché a tendance à revenir vers ses plus hauts historiques sous un horizon de 12 à 18 mois. Espérons que ça se vérifie à nouveau cette fois durant l'année 2023. Alors, vous avez des bulls, vous avez des bears, et à l'intérieur de tout ça, vous avez les gens qui sont plutôt value ou les gens qui sont plutôt croissance. Pour faire très simple, hein, les sociétés de croissance, tout ce qui est growth, c'est plutôt des sociétés dont on peut à peu près prévoir, sans trop d'accidents, la croissance de l'activité sur un horizon 5 à 10 ans, et en tout cas des sociétés dont
a priori, pour lesquels il n'y aura pas de très gros accidents avec d'un seul coup la société qui passe en perte ou alors une baisse de 60-70% des profits, ce qui est plutôt le cas qui peut arriver en tout cas dans les sociétés dites value. Donc typiquement dans la société de croissance, vous allez retrouver des sociétés dans la pharmacie, dans la technologie de l'information, une partie de la consommation de base, par exemple, et dans les sociétés plutôt value, vous aurez plutôt les industriels, les sociétés de matières premières, les financières, etc., etc. Et donc, vous avez une opposition vraiment séculaire. Typiquement, les sociétés de croissance ont tendance à traiter un peu plus cher que les sociétés value. Et donc, selon que vous êtes prêt à payer une certaine prime pour les actions ou pas, vous allez vous retrouver dans un camp ou dans l'autre. Et le graphique que vous avez sur cette page ici vous montre le simple ratio entre le MSCI World croissance divisé par le MSCI World Value depuis le milieu des années 70. Et c'est très intéressant de voir que vous avez eu trois grandes phases de surperformance de la croissance. La première, c'est le milieu des années 70. Comme je le montrais dans la page précédente, au milieu des années 70, c'est terminé ce grand bull market de la consommation, du marketing, de la consommation de masse et du marketing. Et à ce moment-là, les stars du marché étaient des sociétés du type Polaroid, Coca-Cola, Merck, des sociétés plutôt axées sur le consommateur, qui traitaient avec des niveaux de valorisation extrêmes, 45 à 50 fois les profits, très très élevés. Et donc voilà, c'était la première grande phase et grande bulle, disons, de la croissance. La deuxième, on en a parlé également, c'est la fameuse bulle TMT en l'an 2000, qui est ici au milieu du graphique, et ensuite avec son écroulement. Et vous vous rappelez probablement, pour ceux qui travaillaient déjà sur les marchés ou qui étaient déjà investisseurs à l'époque, que ça avait été considéré comme la mère de toutes les bulles, qui était tellement incroyable, tellement folle. Et regardez ce qui s'est passé en l'an 2020 avec le Covid. Vous aviez déjà la croissance qui avait commencé à surperformer auparavant, mais en l'an 2000, on a eu une accélération phénoménale de la surperformance de la croissance. Rappelez-vous bien ce qui s'est passé à ce moment-là. L'année 2020, c'était Zoom, c'était stay at home, c'était e-commerce, c'était etc. Donc, il n'y en avait que pour les sociétés de croissance au détriment de toutes les autres. Et on a entamé un processus de normalisation. Est-ce qu'il va durer ou pas? Nous, on n'est pas devin, on n'en sait rien. Probablement, si l'histoire se répète et elle a tendance à se répéter, on aura à nouveau une normalisation entre le value et le croissance. Mais c'est très important de se rappeler qu'on sort d'une période de surperformance phénoménale des stratégies croissance 2017-2021 plus ou moins. Et j'ai quelques graphiques qui l'illustrent par la suite. L'important lorsqu'on investit, c'est de ne pas se retrouver à payer trop cher, quelque chose dans lequel on est coincé et qu'on regrette par la suite. Je donne deux exemples ici de sociétés qui ont été trop chères à un moment donné et pour lesquelles l'investissement s'est révélé mauvais. C'est Merck, j'en ai parlé en 1972. Merck, la société pharmaceutique américaine, traite à 44 fois les profits, c'est très élevé. Et durant les 10 années qui ont suivi, elle a très très bien travaillé, c'est-à-dire qu'il y a eu une très bonne croissance des profits, 11% par an de croissance des profits. Mais par contre, on est parti d'un point de départ où la valorisation était trop élevée. Et les 10 années qui ont suivi ont été des années de correction du multiple. Et on est passé de 44 fois les profits en 1972 à 14,7 fois les profits en 1982. Et du coup, c'est assez incroyable parce que malgré le fait que la société a fait un énorme travail de croissance de ses profits durant ces 10 années, 11% de croissance annualisée des profits, vous avez terminé cette période de 10 ans avec seulement 2,7% de rendement annualisé en ayant investi sur Merck en 1972, si vous regardiez en 1982, 2,7% c'était plus ou moins le dividende, mais si vous regardiez votre performance réelle, c'est-à-dire nette de l'inflation, vous aviez perdu à peu près la moitié de votre pouvoir d'achat en ayant investi sur une société qui pourtant a fait un excellent travail de croissance des profits. Et si on se projette en 1999, fameuse bulle TMT, on prend Microsoft. Microsoft traite à 61 fois les profits en 1999 et en 2012, 13 ans après, on est seulement à 11 fois les profits. Alors c'est encore plus spectaculaire parce que durant cette période de 13 années, Microsoft a fait une croissance annualisée de ses profits de quasiment 17%, ce qui est énorme. Et honnêtement, j'ai beaucoup d'expérience, je n'ai pas vu beaucoup de sociétés qui ont été capables de délivrer une telle croissance des profits durant une si longue période que Microsoft de 1999 à 2012. Et pourtant,
vous avez terminé cette période de 13 ans en ayant eu un rendement annualisé de votre investissement sur Microsoft de moins 1%, sans même parler du rendement réel, ajusté par l'inflation, de moins 39%. Et donc, ce que je veux montrer par là, c'est que vous avez eu beau investir sur des excellentes sociétés, vraiment rien à dire, sociétés de qualité, sociétés de croissance, très forte croissance des profits durant de longues périodes, et vous avez terminé ces longues phases d'investissement avec des très mauvais retours sur investissement, des très mauvaises croissances annualisées de votre patrimoine, de votre argent, simplement parce que vous avez payé trop cher votre point de départ. Il faut faire très attention, toujours très très attention au prix que l'on paye lorsqu'on rentre sur un investissement. Je passe ce slide-là pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé durant ces années 2017-2022 et pourquoi le marché a été tant focalisé sur une seule partie, c'est-à-dire la croissance de la cote. J'ai fabriqué quelques couples de sociétés ici que nous connaissons bien parce que nous sommes investis dessus, des couples qui ne sont pas faits pour s'entendre puisque vous avez d'un côté des sociétés plutôt croissance, disons, dans la technologie. Alors, prenons le premier, et de l'autre, vous avez des sociétés plutôt dans le value, dans les cycliques. Premier couple, c'est Apple, et puis l'autre que j'ai associé à JP Morgan, la banque. Vous avez pour ces deux sociétés, je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais les chiffres les plus importants à retenir, c'est la croissance du prix des actions de 2017 à 2022, Apple 207% de hausse, JP Morgan 25% de hausse. Et pourtant, la croissance des profits, elle a été excellente pour Apple, 165% de hausse des profits, mais c'était pas mal aussi chez JP Morgan, 91% de hausse des profits. Mais ce qui s'est passé du coup au final durant cette période, à cause de la croissance du prix de chacune de ces sociétés par rapport à la croissance des profits, le prix relatif, c'est-à-dire le prix en termes de multiples de profits de Apple, a monté de 35%, celui de JP Morgan a baissé de 35%. On prend un autre couple, ASML, la société néerlandaise qui fait des appareils de photolithographie, leader mondial, société exceptionnelle, aucun doute, et Pioneer Natural Resources, qui est une société, un pure play dans le bassin de Permian aux États-Unis pour l'extraction de gaz et de pétrole de schiste. Alors, chez ASML, 247% de hausse des profits et hausse de cours de bourse, pardon, et la hausse des profits est de 188% durant cette période. Chez Pioneer Natural Resources, la hausse du cours de bourse est de 32%, la hausse des profits est de 550%, ce qui est énorme. Et vous terminez du coup sur cette période avec un multiple de profit qui a augmenté de 44% pour ASML, donc le titre est plus cher vraiment en termes de valorisation, alors que le PI s'est écroulé chez Pioneer Natural Resources, moins 78%. Et enfin, le dernier couple, ON Semiconductor, qui est une société américaine spécialisée dans les semi-conducteurs de contrôle, de mesure et de gestion des puissances électriques, en général, qui est une très très belle société, hausse du cours de bourse quasiment 200%, hein, et hausse des profits 119%. Voilà, c'est très bien, mais le cours de bourse a monté, comme pour ASML et comme pour Apple, le cours de bourse a monté plus vite que la hausse des profits. Et vous prenez Johnson Controls International, qui, elle, a monté de 68%, mais la hausse des profits a été de 200%. Et donc, au final, vous avez une hausse de la valorisation en semi-conducteurs de 40% et une baisse de la valorisation de Johnson de 60%. Et donc, ça montre bien que le marché n'a eu Dieu que pour une seule partie de la cote, c'est-à-dire les sociétés de croissance, et tout le reste a été délaissé. Dès qu'il y avait un peu de cyclicité, tout le reste a été délaissé. D'ailleurs, on a une question à ce sujet, Pierre, donc qui nous vient de Franck. Est-ce que tous les secteurs dits de croissance sont chers aujourd'hui? Alors, merci pour la question, Franck. C'est un bon point. Alors, beaucoup de secteurs de croissance sont relativement chers aujourd'hui quand on regarde par rapport au taux d'intérêt. Hein, il ne faut jamais séparer la valorisation du niveau des taux d'intérêt. Lorsque les taux étaient à zéro, vous pouviez mettre quasiment n'importe quel type de valorisation sur toutes les sociétés que vous regardiez. Parce que vous avez votre facteur d'actualisation, le discounting rate était faussé parce qu'il était trop bas. Aujourd'hui, maintenant que les taux sont à peu près normalisés, on peut dire qu'une bonne partie des secteurs dits de croissance sont relativement chers, mais pas tous. Hein. Par exemple, si on prend dans la technologie, les secteurs du software, etc., ils sont relativement chers aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître. Vous prenez un autre secteur de croissance, la technologie médicale, par exemple. Aujourd'hui, c'est un secteur qui n'est pas très, très cher. Donc, il faut vraiment prendre au cas par cas, et même au-delà des secteurs, il faut regarder les sous-secteurs. Hein. Tout dans la technologie n'est pas cher. Vous avez des portions qui sont chères, d'autres qui sont moins chères.
tout dans la santé n'est pas cher. Vous avez des portions qui sont chères, d'autres qui sont moins chères. Donc, effectivement, c'est vrai que dans l'ensemble, avec les niveaux de taux qu'on a aujourd'hui, les secteurs de croissance sont relativement chers, mais on trouve à l'intérieur des sous-secteurs qui sont vraiment intéressants à acquérir aujourd'hui ou à conserver en portefeuille. Voilà. Et donc, vous entendez sans doute beaucoup parler de rotation sectorielle. Hein. Les rotations sectorielles sont en fait des rotations de style, growth contre value. Alors ici, j'ai repris toutes les rotations que nous avons eues depuis début 2021 sur le S&P 500, mais vous avez la même chose sur le MSCI World, entre le growth et le value. Lorsque la courbe bleue monte, c'est le value qui surperforme. Lorsque la courbe grise monte, c'est le growth qui surperforme. Et vous voyez qu'on a eu un nombre de rotations sectorielles absolument incroyable depuis le début de l'année 2021, qui peut paraître anormal. Or non, ça c'est normal. Les rotations de style sont normalement incessantes dans les marchés actions. Ce qui n'était pas normal, c'est ce qui s'est passé entre 2016 plus ou moins et 2021, c'est-à-dire un seul style qui surperforme, la croissance, et un seul style, évidemment, l'autre qui sous-performe, c'est-à-dire le value. Normalement, vous devez avoir en permanence des rotations sectorielles parce que les rotations sectorielles et les rotations de style sont liées à l'évolution des taux d'intérêt, à l'évolution de l'inflation, à l'évolution du cycle économique, à l'évolution des valorisations. Vous avez un nombre de paramètres énormes qui fait que, à un moment ou à un autre, le marché va plus ou moins regarder avec faveur un style plutôt qu'un autre. Et c'est normal ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire un nombre de rotations de style très très important. C'est comme ça que ça doit se passer et non pas un seul style qui est en faveur par rapport à un autre durant une très très longue période. Et l'autre exemple que je souhaite souligner ici, pour montrer à quel point nous avions atteint des extrêmes à la fin de l'année 2021, sur ce graphique, vous voyez la performance comparée depuis le début de l'année 2022 entre l'ETF TLT, qui est l'ETF des obligations à long terme américaines, 20 ans et plus, et le Nasdaq. Donc vous avez d'un côté un produit qui est 100% obligataire et de l'autre un produit qui est 100% action. Vous voyez la performance du 31 décembre 2021 jusqu'au 10 mars 2023 est exactement la même à 0,02% près. Et surtout, la concomitance des mouvements est très impressionnante. Vous voyez que les courbes peuvent se superposer quasiment pendant une très très longue période, ce qui signifie que lorsqu'on a commencé l'année 2021, d'une part, les taux étaient trop bas, et d'autre part, les valorisations des titres de croissance qu'il y a dans le Nasdaq étaient beaucoup trop élevées. Et du coup, le facteur activité de l'entreprise, qui normalement devrait être dominant dans l'évolution des cours de bourse, n'avait plus aucune importance lors de l'année 2021 et jusqu'à présent, en tout cas, dans une partie de l'année 2022, la seule composante qui a eu une influence sur les cours de bourse, ça a été la composante taux d'intérêt. Alors ça, c'est très important de le retenir, c'est qu'on a eu tendance à oublier durant de longues années, 2017, 2016, 2017 jusqu'à 2021, que le facteur de taux d'intérêt peut être favorable ou défavorable aux valorisations. Et on voit que depuis la fin de l'année 2021, ce facteur taux d'intérêt a été plutôt défavorable aux valorisations et donc défavorable aux valorisations les plus élevées qu'on trouvait naturellement dans les titres du Nasdaq. Et donc, il faut faire très attention, il faut continuer à faire très, très attention à ce facteur de taux d'intérêt parce qu'aujourd'hui, les taux sont plus élevés que la moyenne de ce qu'il y a eu durant les années folles, entre guillemets, 2016-2021. Et donc, encore une fois, il faut vraiment prendre au sérieux ces notions de valorisation et ne pas se dire, oui, mais ça, c'est une bonne société qui va croître les profits à 10-15% par an pendant les 10 prochaines années, j'achète. Non, il faut dire, j'achète si la valorisation est raisonnable. Si vous payez 80 fois les profits de cette société, c'est quasi certain que ça va mal se passer à un moment ou à un autre. Donc voilà, soyez prudents sur les niveaux de valorisation des titres que vous achetez. Alors, ce qui m'amène au produit que je gère chez NS Partners, qui est un fonds qui est Action Internationale et qui justement, c'est un peu triste de l'avouer, n'a pas de style. Alors, n'a pas avoir de style, c'est pas génial normalement, mais nous ne sommes ni croissance ni value. On est ce qu'on appelle blend parce que on axe tout notre processus de sélection de titres sur la qualité des entreprises. C'est vraiment la colonne vertébrale de notre processus de sélection de titres, c'est la qualité des entreprises. Et donc, vous voyez que le portefeuille que nous gérons est un portefeuille action internationale, large cap, pays développés,
très concentré, on a 40 à 45 valeurs environ, un turnover assez modéré, et surtout, c'est un portefeuille très très pur puisqu'il est 100% investi tout le temps. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de hedging, il n'y a pas de cash stratégique à un moment ou à un autre. Donc très très simple à comprendre. Nous avons une question de Samuel. Donc, est-ce que la situation présentée entre Nasdaq et Long Bonds est la cause des multiples QI des différentes banques centrales? Exemple, une inflation sur le prix des actifs échangés sur les marchés. Alors, excellente question, Samuel. On pourrait élaborer très très longtemps sur ce sujet. Je vais essayer, je donne mon point de vue pour ce qu'il vaut, hein. Alors, il y a une partie effectivement qui est liée aux très nombreux QE qu'il y a eu de la part des banques centrales et surtout à cette espèce d'effet un peu soporifique qu'il y a eu au bout d'un moment, de se dire mais de toute façon les taux sont très bas, les banques centrales sont toujours là en backstop, les taux vont rester bas, l'inflation n'existe plus et donc on s'en fout finalement de la valorisation des titres. C'est pas très important. Je peux vous donner un exemple d'une société très sérieuse, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, un gérant d'actifs majeur en Angleterre qui avait fait une étude et qui disait, pour montrer à quel point les QE avaient eu un impact sur les valorisations, qui avait fait une étude sur Nestlé, que tout le monde connaît bien ici en Suisse, et en disant, mais avec les conditions de taux d'intérêt actuelles que l'on a, c'était en 2019, si je me souviens bien que cette étude est sortie, Nestlé pourrait se traiter à 200 fois les profits alors qu'on était aux alentours de 20 à 25 fois. Et effectivement, l'étude était parfaitement justifiable d'un point de vue intellectuel et il n'y avait aucun biais pour essayer de tromper, disons, les investisseurs. Alors évidemment, il ne disait pas qu'il fallait acheter du Nestlé quoi qu'il arrive, mais c'était pour montrer à quel point c'était difficile de trouver un bon niveau de valorisation avec le QE qu'il y avait eu de la part des banques centrales et le fait que les taux d'intérêt étaient beaucoup trop bas, beaucoup trop bas par rapport à ce qui devrait être et par rapport à la réalité économique. Honnêtement, c'est toujours facile de le dire avec le recul, mais quand on regarde avec le recul, se dire en l'an 2019, l'inflation ne dépassera pas 1% durant les 10 prochaines années, c'était pas sérieux. Non, c'était pas sérieux et les taux ne pouvaient pas rester là où ils étaient. Et donc le choc a été violent à partir du moment où on s'est aperçu que ben non, l'inflation pouvait revenir, elle n'était pas morte d'une part, et d'autre part que les taux étaient beaucoup trop bas et que les valorisations étaient beaucoup trop élevées. Voilà, j'espère avoir répondu, j'ai fait le plus court possible, mais Très c'est bien. un point vraiment important. Oui. Alors, comme j'expliquais, donc dans notre processus de sélection de titres, on se focalise sur la qualité. Or, dans la plupart des cas, les gérants qui se focalisent sur la qualité le font d'une manière assez top-down. C'est-à-dire que, encore une fois, ce qu'on appelle la qualité, c'est un peu la prédictabilité des profits des entreprises dans lesquelles on investit. C'est beaucoup plus facile de prévoir les profits d'une société pharmaceutique que de prévoir les profits d'une société métallurgique ou d'une banque ou une société beaucoup plus cyclique. Et donc, la plupart des gérants dits qualité croissance évacuent top-down, de manière top-down, les secteurs des matières premières, les secteurs de l'énergie, les secteurs financiers et une grosse partie des secteurs industriels, en tout cas toutes les sociétés industrielles qui ont une intensité capitalistique importante. Alors nous, on ne procède pas comme ça, on a une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on filtre une énorme partie du MSCI World avec des critères de qualité qui sont essentiellement liés à l'endettement, la market cap, etc., etc. Bref, on arrive à peu près 180 valeurs sur lesquelles on va travailler, mais ces 180 valeurs sont dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on a des secteurs qui sont réputés être de faible qualité, et pourtant, nous, on trouve des sociétés de qualité, même dans des secteurs qui sont réputés ne pas être des secteurs de qualité, typiquement dans les matières premières. Et j'ai quelques exemples là-dessus, ou dans les industriels. Et là, on fait notre travail de valorisation, et ça nous permet de construire un portefeuille qui est assez éclectique, et qui, au final, ne sera jamais trop biaisé croissance, et ne sera jamais trop biaisé value non plus, mais vraiment biaisé sur l'axe principal de notre processus de sélection de titres, c'est la qualité des entreprises. Et cette stratégie, cette manière de fonctionner a été assez récompensée durant les 5 dernières années, puisque nous avons très largement surperformé les indices, mais surtout, on n'a pas trop subi les à-coups, justement, que je montrais de rotation sectorielle value growth, parce que nous étions exposés sur le value et sur le growth, tout simplement. Alors, nous avons deux questions. La première de donc Daniel. Bonjour, vous avez dit consommation. C'est growth et l'industrie value. Le secteur auto se trouve où? Alors,
Effectivement, c'est tout le problème des classifications qu'on appelle les GICS, c'est-à-dire les grands secteurs, hein. Il faut un peu regarder à l'intérieur. Donc, c'est Ferrari et Porsche sont-ils secteur auto ou luxe? Pouvez-vous donner une explication pourquoi Porsche fait des ventes records et que le titre est au plus bas avec un PER de 3? Alors, il y aurait beaucoup à dire à nouveau, hein, sur le sujet. Je vais essayer de faire bref. Effectivement, donc le secteur automobile est à l'intérieur du secteur qui est, on va trouver le plus de value et growth mélangés, c'est le secteur de la consommation discrétionnaire, hein. Donc tout ce qui est consommation discrétionnaire, vous allez avoir dedans le tourisme, vous allez avoir Amazon, vous allez avoir Tesla, vous allez avoir Porsche, vous allez avoir Renault, vous allez avoir Volkswagen, vous allez avoir les supermarchés, etc., etc. Donc c'est un secteur vraiment gros fouillis, qui est donc inqualifiable dans son ensemble pour dire c'est du growth ou c'est du value. C'est vraiment à l'intérieur que on va aller chercher les qualifications growth et value. Alors, en ce qui concerne Porsche, la holding traite effectivement à 3 fois. Maintenant, le Porsche automobile est plus élevé que ça. Pour le moment, Porsche traite avec un discount qui est un peu peut-être le discount de holding qu'il y avait eu historiquement et de la structure un peu complexe par rapport à Ferrari, par exemple, qui traite avec des niveaux de valorisation beaucoup plus élevés, qui pourraient s'apparenter à la valorisation de titres de croissance et de secteurs de croissance. Et d'ailleurs, Ferrari se comporte comme une société de croissance. Mais il ne faut pas se tromper, le secteur automobile reste malgré tout un secteur de consommation discrétionnaire. C'est vrai que des constructeurs très spécialisés dans le luxe sont un peu protégés des cycles économiques par rapport à des constructeurs qui sont beaucoup plus éclectiques. Si vous prenez, je veux dire, des groupes comme Volkswagen, par exemple, hein, qui a à la fois du luxe et également des véhicules beaucoup plus abordables, va subir, lors d'une crise économique, une forte baisse de ses ventes sur la partie la plus abordable, et normalement, la partie luxe est beaucoup plus résiliente. Donc c'est difficile à dire. Effectivement, la consommation peut être à la fois, la consommation discrétionnaire peut être à la fois value ou growth. Ça dépend où vous la positionnez. Il y avait une autre question? Oui. Alors, donc la deuxième question, c'est trouvez-vous facilement des compagnies de qualité en dehors des secteurs tels que la santé, la technologie de l'information ou les communications? Donc, qui nous vient de Benoît. Alors, Benoît, c'est presque de la préscience, puisque ça m'amène au slide suivant, puisque lorsque je parlais du fond, je disais que la, la colonne vertébrale de notre méthode de sélection de titres, c'est la qualité des entreprises dans lesquelles on investit. J'ai un exemple ici, précis, justement dans un secteur qui n'est pas réputé être un secteur de qualité, puisque c'est le secteur industriel, et d'une société, et je vais essayer de démontrer pourquoi je pense que c'est vraiment une société de très grande qualité. Il s'agit de Cummins. Cummins, c'est un des leaders mondiaux de fabrication de moteurs, de gros moteurs, pour des camions, pour les bateaux, pour le matériel agricole, pour les engins miniers et pour les générateurs. Donc vraiment très cyclique, hein. Quand on vend des gros moteurs, on est forcément dans une activité qui est très cyclique et qui va subir l'impact des cycles économiques. Et donc qui serait a priori exclu de fonds croissance qualité, disons. Or, nous trouvons chez Cummins des attributs de qualité qui sont absolument exceptionnels et qui, selon nous, méritent largement, font mériter largement à une société comme Cummins d'être dans un portefeuille que nous considérons être un portefeuille de qualité. Ces attributs de qualité, ils sont ici. Vous voyez ici au milieu quelques éléments quantitatifs, disons, de profitabilité de l'entreprise Cummins, hein. Et regardez la marge opérationnelle de l'entreprise durant toutes les années de 2018 jusqu'à cette année et les années prochaines, 2023 et 2024. C'est quand même assez incroyable de voir la stabilité de la marge opérationnelle de l'entreprise, 11,7%, 11,5%, 11,5%, 11,3%, 11,3%, 11,6%. Enfin, c'est remarquable dans un métier qui est aussi cyclique que celui de vendeur de moteurs, de gros moteurs. Et donc, ça montre que l'entreprise a une excellente maîtrise de ses coûts d'approvisionnement, a une énorme flexibilité sur ses marges opérationnelles et a une partie de ses ventes dans une partie qui est beaucoup moins cyclique, c'est-à-dire tout ce qui est service après-vente, maintenance, etc., etc. Donc, ça permet, selon nous en tout cas, d'obtenir un investissement, d'aller chercher un investissement qui est de très grande qualité, un excellent management, vraiment excellent management,
très très bien positionné, puisque je parlais tout à l'heure du besoin d'efficience énergétique, très très bien positionné dans l'efficience énergétique, puisqu'il va falloir renouveler toutes ces motorisations pour aller vers des moteurs beaucoup moins consommateurs, voire même vers des moteurs hybrides ou des moteurs électriques ou des moteurs à hydrogène. À ce titre, Cummins a un très très beau partnership avec une joint venture avec Schneider pour le développement de l'hydrogène au passage. Et comme c'est une société de qualité, et là je parlais des filtres quantitatifs, lorsqu'on regarde le bilan de Cummins, il y a très très peu de dettes, quasiment pas de dettes, ce qui permet pour nous de se dire que le free cash flow que va générer l'entreprise, une énorme partie du free cash flow sera au profit des actionnaires et non au profit des porteurs d'obligations. Et donc on peut espérer qu'une bonne partie de ce free cash flow nous reviendra à nous actionnaires, et on est capable de faire de très bonnes prévisions de free cash flow grâce à la stabilité des marges opérationnelles. Et tout ça, à cause du secteur dans lequel Cummins se situe, ou du sous-secteur, la société traite à 12 ou 13 fois les profits, ce qui est vraiment pas cher pour une société d'une si grande qualité. On avait encore une question de Nenad. Alors, bonjour, les plus grandes sociétés growth telles que MSFT, Apple, Google, qui ont tiré le S&P 500 vers le haut, n'ont pratiquement pas de dette. Peut-on penser qu'avec la hausse des taux, ces sociétés continueront à surperformer puisqu'elles ne seront pas ou très peu impactées par le renchérissement de la dette? Alors, effectivement, alors, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas de dette, mais elles ont beaucoup de cash en face de leur dette. Hein. Apple a quand même beaucoup de dettes, mais a plus de cash que de dettes. Et la dette a commencé à monter aussi chez Alphabet et chez Microsoft. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le coût de la dette sera plus élevé, c'est évident, mais le cash qu'ont ces entreprises sera également mieux rémunéré. Donc, ce qu'il faut se demander aujourd'hui, pour ces sociétés-là, effectivement, c'est est-ce qu'elles vont continuer à générer autant de free cash flow que ce qu'elles ont généré jusqu'à présent? Est-ce que ce free cash flow va être destiné à payer du dividende et à faire du share buyback, ce que fait Apple, hein, typiquement, et auquel cas on est relativement tranquille. Et donc ensuite, évidemment, il faut regarder le niveau d'activité qu'ont ces entreprises. Alors, il est probable que les niveaux de croissance qu'on a connus durant les 5-6 dernières années seront moins élevés, mais seront toujours enviables, hein, mais seront moins élevés durant les prochaines années qu'ils ne les ont été durant les dernières années. Par contre, il y a un fait qui est indéniable et qu'on ne peut pas retirer parce que c'est justement des pures mathématiques, c'est que si les taux montent, les valorisations baissent. C'est forcé, c'est comme ça, c'est mécanique, ça marche avec les mathématiques. Pourquoi? Parce que le facteur d'actualisation des flux futurs monte. Et si le facteur d'actualisation des flux futurs monte, ces flux futurs valent moins et donc les valorisations baissent. C'est aussi simple que ça. Et donc, une bonne partie de la performance de ces titres sera aussi drivée par l'évolution des taux d'intérêt. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas du tout où vont se situer les taux d'intérêt dans les 12 à 18 prochains mois ou 24 prochains mois. Ça dépendra de l'inflation, ça dépendra de la crédibilité, entre guillemets, des banques centrales dans la lutte contre l'inflation. Et donc, je reste relativement prudent sur des valorisations aujourd'hui qui sont, alors, pour les exemples que vous avez donnés, Apple et Microsoft sont quand même relativement chers avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui. Chez Google, quand même, c'est nettement, enfin chez Alphabet, pardon, c'est quand même nettement moins cher, beaucoup plus attractif que pour les deux autres. Merci. Voilà. Alors, toujours pour le fond dont je vous parlais, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour si jamais il y a d'autres questions. Ce que je cherchais à illustrer tout à l'heure quand je disais que nous avons un fonds blend, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de style value ou de style growth, je pense que la meilleure illustration, ça va être sur ce graphique qu'il y a ici, qui montre deux courbes. La première courbe, la courbe bleue, c'est la surperformance de notre fonds par rapport au MSCI World, Net Total Return, donc avec les dividendes qui sont inclus. Et la courbe grise, c'est la surperformance du MSCI World Growth, donc croissance, par rapport au MSCI World. Et nous avons quatre périodes très distinctes et quatre dynamiques de marché très distinctes ici. La première période, c'est l'année 2020, jusqu'en novembre 2020. Vous vous souvenez, c'était à nouveau Covid, donc stay at home, e-commerce, Zoom, etc., etc. Enfin bref, c'est que croissance. Et on voit la courbe grise qui fait une surperformance considérable. Donc la croissance surperforme de manière considérable par rapport au marché. Nous surperformons, la courbe bleue,
de manière assez significative aussi par rapport au marché. Comme vous pouvez le voir, 475 basis points, c'est ici en bas, de surperformance durant cette période-là, donc très appréciable pour un fonds, une fois de plus, qui est blend. Et qu'est-ce qui se passe en novembre 2020? Vous avez l'annonce d'un vaccin par Pfizer-BioNTech contre le Covid. Et là, vous avez un retournement de style incroyablement violent, où cette fois-ci, la croissance sous-performe de manière incroyable, donc insidieusement, le value surperforme hein, durant cette période. Et vous voyez que de notre côté, nous, ça ne change pas grand-chose à notre, disons, trajectoire de surperformance parce que nous avons des titres value en portefeuille, on n'a pas que de la croissance. Et là, c'est ce que je citais tout à l'heure, la deuxième partie de l'année 2021 a été une partie d'année qui était, enfin, une séquence de marché tout à fait anormale, puisque vous avez eu durant la deuxième partie de l'année 2021 les taux qui ont monté assez significativement, et les valorisations qui ont monté également. Alors ça marche pas. Hein, ça peut marcher un petit peu, mais dans le temps, ça ne peut pas marcher puisque les mathématiques jouent contre vous, et à un moment ou à un autre, le facteur d'actualisation devient plus fort que tout le reste, et donc il doit y avoir correction. Mais durant cette période, c'est-à-dire du milieu de l'année 2021 jusqu'à novembre 2021, vous avez à nouveau une phase de surperformance de la croissance assez importante, à laquelle nous ne participons pas. On reste flat, plus ou moins par rapport au marché. Pourquoi? Parce que durant cette période, avec notre discipline sur la valorisation, on vend pas mal de sociétés de croissance que nous trouvons trop chères. On vend, en tout cas, on écrète pas mal de positions parce que nous trouvons ces sociétés de croissance trop chères par rapport au niveau des taux d'intérêt. Et durant cette période, malgré tout, on réussit à générer une surperformance pas mal de 62 basis points, compte tenu des deux retournements très violents que nous avons eus. Et en novembre 2021, Jay Powell vous dit, alors les taux, on va les remonter, l'inflation, elle sera plus élevée que prévu, et donc on remontera les taux plus longtemps et plus durablement que ce que vous pouvez penser. Et donc là, vous avez un effet terrible sur tous les secteurs de croissance, hein, c'est le début de l'année 2022, le secteur de croissance vraiment sous-performe de manière très spectaculaire. À nouveau, insidieusement, c'est les secteurs value qui surperforment. Et ça dure jusqu'en janvier quasiment 2023. Hein. Et vous voyez que le cycle complet a été fait entre janvier 2020 et plus ou moins novembre-décembre 2022. C'est-à-dire que toute la surperformance de la croissance est retombée à zéro en novembre 2022. Et à ce moment-là, nous, notre fonds est quasiment au pic de sa surperformance, hein, puisque durant cette période jusqu'en janvier 2023, on a généré à nouveau 683 basis points de surperformance sans avoir fait d'à-coup particulier sur le value ou sur le growth, en étant resté bien positionné. Hein, nous sommes des investisseurs à long terme sur nos entreprises. Et donc, ça montre la beauté de cette caractéristique des portefeuilles blend, c'est qu'on ne subit pas trop les à-coups value growth. Et vous avez la dernière période, je ne vais pas la chanter, hein, mais la dernière période durant laquelle nous avons sous-performé, c'est-à-dire la période depuis le janvier 2023, d'environ 200 basis points. Pourquoi? Parce que vous avez eu à nouveau en accéléré un petit peu la même chose que ce qui s'est passé durant la deuxième partie de l'année 2021, c'est-à-dire une très forte hausse des secteurs de croissance et en particulier de la partie vraiment la plus chère des secteurs de croissance, couplée à une baisse des taux longs. À nouveau, on a relativement peu participé. Et l'autre raison pour laquelle on a sous-performé, c'est que nous n'avons pas en portefeuille, nous n'avions pas et nous n'avons toujours pas en portefeuille Tesla, Nvidia, Salesforce, Disney, Costco et ce type de société parce qu'elles sont beaucoup trop chères selon nos critères, en tout cas, de valorisation. Et il y a à peu près 83% de la performance du S&P 500 jusqu'à fin mars était le fait de 7 ou 8 compagnies seulement, dont Tesla, Nvidia, Salesforce, Amazon, Meta, etc. Et que nous n'avons pas en portefeuille. Donc voilà, ça explique un peu la sous-performance, mais elle a été faite au mois de janvier et depuis, on est à nouveau correctement valorisé. Et on a beaucoup d'espoir pour la deuxième partie de l'année parce que les taux d'intérêt semblent se normaliser et se stabiliser plus ou moins sur les niveaux actuels, auquel cas on a beaucoup d'espoir grâce à la qualité des entreprises que nous avons en portefeuille. Et voici donc en résumé, en performance calendaire et en performance cumulée, le portefeuille que nous gérons. Hein, ce sont des performances nettes de tout frais. Et donc vraiment les performances réelles qu'ont eu les investisseurs qui ont investi sur ce produit, qui a 5 étoiles Morningstar, qui est premier quartile sur 1 an, 3 ans, 5 ans, et qui nous a valu le meilleur fonds blend par Citywire en Suisse 1 an, 3 ans, 5 ans, 3 ans, 5 ans, pardon, et également pour la France.
et également les bonnes notes de la part de Morningstar, j'en ai parlé, mais de Quantadis et puis et de Leaper. Et enfin, je voulais vous montrer quelques attributs, le top 10 du portefeuille. Vous voyez que c'est assez éclectique, hein, de Cisco à Apple, en passant par Deere ou Schneider, donc des sociétés que vous ne retrouvez pas forcément dans des portefeuilles communs. On a un active share, c'est-à-dire la différence que nous avons par rapport au MSCI World est très très important, 84%. Et le turnover reste relativement modéré à 34%. Et c'est important de le mentionner, le portefeuille a une notation AAA en termes ESG par MSCI. Et nous avons normalement eu le stempel de la CSSF au Luxembourg pour être article 8 dès le 28 avril 2023, c'est-à-dire dans quelques semaines. Voilà un petit peu cette présentation. Et vous avez ici entouré les classes qui sont disponibles chez Swissquote. Exactement, sur notre plateforme. Donc, NS Partner, donc c'est un partenaire chez nous. Vous pouvez retrouver les fonds directement sur la plateforme, donc avec l'ISIN code du produit. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions, on est disponible. Et si besoin, bah, vous avez toujours mon email et mon numéro de téléphone. Si vous souhaitez que je transmette des questions ou des commentaires ou autres à Pierre, c'est avec grand plaisir. Donc écoute, merci Pierre. Merci. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Et bah, j'espère à bientôt. Et merci à tous pour. Merci à tout le monde. Vous avez été nombreux. Les questions étaient pertinentes. Merci encore. Une bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt.